Maman a dit, si ta sœur l'a dit, c'est que c'est vrai. Ce soir-là, ils ont verrouillé la porte derrière moi. Des années plus tard, j'ai trouvé la paix, l'amour, et je me suis reconstruite. Aujourd'hui, ils m'envoient des cadeaux, espérant que j'oublie. Mais je me souviens de tout. La mémoire ne meurt jamais. J'ai regardé le visage de ma mère se pétrifier alors que Lorraine prononçait ces 3 mots que je n'oublierai jamais. Ma sœur se tenait derrière elle, le mascara coulant, sa performance parfaite. La main de mon père était déjà sur mon épaule, me dirigeant vers la porte. Personne n'a demandé ma version des faits. Personne ne voulait la vérité. Il voulait juste quelqu'un à blâmer. Et Lorraine avait déjà décidé que ce serait moi. Le verrou a cliqueté derrière moi à 23h47 ce soir-là. J'avais 19 ans et je n'avais nulle part où aller. La soirée avait commencé assez normalement. J'étais rentré en voiture à notre maison dans la banlieue de l'Ohio après avoir terminé mon service à la librairie et assisté à mes cours du soir au Community College. C'était un mardi de novembre, le genre de froid qui s'infiltre jusqu'aux os. Je me souviens avoir pensé à quel point ce serait bon de manger un peu du rôti de maman et peut-être de regarder un film en famille avant de retourner étudier. Mais quand j'ai franchi la porte, quelque chose n'allait pas. L'air était lourd de tension. Lorraine était assise sur le canapé, les yeux rouges et gonflés. Maman et papa se tenaient dans la cuisine, leur visage grave. Mon estomac s'est noué. « Georgina, nous devons parler », dit papa, sa voix plate et froide d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai posé mon sac à dos. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les lèvres de maman se sont pincées en une fine ligne. « Ton père a vérifié le coffre-fort aujourd'hui. Il manque $3000 et le collier antique de ta grand-mère. » Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quoi? Je ne comprends pas. Lorraine nous a raconté ce qui s'est passé, continua maman, sa voix devenant plus sèche. Elle t'a vu fouiller dans le coffre-fort la semaine dernière. Je me suis tourné pour regarder ma sœur. Lorraine n'a pas croisé mon regard. Elle est restée assise là, des larmes coulant sur son visage, l'air petite et blessée. Ce n'est pas vrai, dis-je, ma voix s'élevant. Je n'ai pas touché au coffre-fort. Je ne connais même pas la combinaison. Ne nous mens pas, dit papa. Il est passé devant moi et a monté les escaliers. Je l'ai entendu aller dans ma chambre. Mon ancienne chambre, celle où je gardais encore quelques affaires, même si je vivais la plupart du temps dans les dortoirs. Maman a croisé les bras. Si ta sœur l'a dit, ça doit être vrai. Elle ne nous a jamais menti, Georgina. Toi, par contre, tu as été distante ces derniers temps, secrète. J'ai été occupé par les cours et le travail, ai-je protesté. Ça ne fait pas de moi une voleuse. Papa est redescendu. Dans sa main se trouvait le collier de ma grand-mère, la délicate chaîne en or avec le petit pendentif en diamant. Mon sang se glaça. Tu veux expliquer comment ça s'est retrouvé dans ta boîte à bijoux, demanda-t-il. J'ai fixé le collier, mon esprit tourbillonnant. Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas mis là. Je le jure. Arrête de mentir, claqua maman. Arrête, c'est tout. Nous l'avons trouvé dans ta chambre. Lorraine t'a vu près du coffre-fort. L'argent a disparu. De quelles preuves supplémentaires avons-nous besoin? J'ai regardé Lorraine à nouveau. Elle me regardait maintenant, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Était-ce de la culpabilité? De la satisfaction? Je ne pouvais pas le dire. Mais elle n'a pas dit un mot pour ma défense. S'il vous plaît, ai-je supplié, sentant la panique monter dans ma poitrine. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai pas fait ça. Quelqu'un me tend un piège. Lorraine, dis-leur la vérité. La lèvre de Lorraine a tremblé. Je suis désolé, Georgie. J'ai vu ce que j'ai vu. Le visage de maman s'est encore durci. Je ne sais pas qui tu es devenue, mais tu n'es plus ma fille. Je t'ai mieux élevée que ça. Voler ta propre famille. Prendre quelque chose qui signifiait tout pour ta grand-mère. Mais je ne l'ai pas fait, dis-je, des larmes commençant à couler sur mon visage. Maman, papa, s'il vous plaît. Vous devez me croire. Papa bougeait déjà, attrapant un sac de sport dans le placard du couloir. Il est retourné à l'étage et je l'ai entendu fourrer brutalement des choses dans le sac. Des vêtements, ai-je réalisé. Il faisait mes bagages.
vous ne pouvez pas faire ça, dis-je, ma voix se brisant. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus notre problème, dit maman froidement. Tu as fait ton choix quand tu nous as volés. Papa est redescendu avec le sac et me l'a tendu. C'est tout ce que tu auras. Estime-toi heureuse qu'on n'appelle pas la police. S'il vous plaît, ai-je murmuré, les regardant chacun leur tour. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais leurs visages étaient fermés, décidés. Lorraine était assise sur le canapé, silencieuse, observant. La main de papa était ferme sur mon épaule, me guidant vers la porte d'entrée. J'ai attrapé le sac avec des mains tremblantes. Maman. J'ai essayé une dernière fois. Elle m'a tourné le dos. Papa a ouvert la porte. Le vent de novembre s'est engouffré, mordant et cruel. Il m'a poussé doucement mais fermement sur le porche. J'ai trébuché, me rattrapant à la rampe. Ne reviens pas, dit-il. Puis il a fermé la porte. Je suis resté là, figé, regardant par la fenêtre papa tourner le pêne dormant. Le son a résonné dans mes oreilles. Puis la lumière du porche s'est éteinte, me plongeant dans l'obscurité. À travers la fenêtre, je pouvais les voir s'éloigner, retournant à la lumière chaude du salon, retournant vers Lorraine. J'ai regardé mon téléphone. 23h47, j'ai vérifié mon application bancaire avec des doigts tremblants. $237,43. C'était tout ce que j'avais au monde. Le froid s'infiltrait à travers ma veste. J'ai ramassé le sac de sport et j'ai marché jusqu'à ma voiture, une Honda Civic de 1998 délabrée qui fonctionnait à peine. J'ai jeté le sac sur la banquette arrière et je me suis assise au volant, fixant la maison de mon enfance. La maison où j'avais appris à faire du vélo, où j'avais fêté chaque anniversaire, où je m'étais senti en sécurité. Une par une, les lumières de la maison se sont éteintes. Ils allaient se coucher. Continuant leur vie comme si je n'avais jamais existé. J'ai tourné la clé dans le contact et je suis parti, ne sachant pas où j'allais, sachant seulement que je ne pourrais jamais revenir. La première nuit, j'ai dormi dans ma voiture sur le parking d'une épicerie ouverte 24h24. J'ai incliné le siège conducteur aussi loin que possible et je me suis enveloppé dans la veste de mon sac de sport. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque paire de phares qui balayait ma voiture me faisait penser que c'était la police venue m'arrêter pour vagabondage ou pire. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté là, rejouant la nuit encore et encore. Comment le collier s'était-il retrouvé dans ma chambre? Je n'en avais sincèrement aucune idée. Je n'avais pas touché à cette boîte à bijoux depuis des mois. Et le coffre-fort, je ne connaissais vraiment pas la combinaison. L'accusation de Lorraine n'avait aucun sens, à moins qu'elle ne mente. Mais pourquoi mentirait-elle sur quelque chose comme ça? Quand le soleil s'est levé, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma meilleure amie, Amanda. Sa mère a ouvert la porte en peignoir, la surprise se lisant sur son visage quand elle m'a vu. Georgina, il est 6h30 du matin. Je sais. Je suis désolé, dis-je, ma voix rauque d'avoir pleuré. Est-ce qu'Amanda est réveillée? J'ai vraiment besoin de lui parler. Amanda est apparue derrière sa mère, déjà habillée pour l'école. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que quelque chose n'allait pas. Maman, est-ce que Georgina peut entrer? J'ai fini par tout leur raconter, assise à leur table de cuisine avec une tasse de café que je ne pouvais pas boire. Les parents d'Amanda ont échangé des regards que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Tu peux rester ici quelques jours, a finalement dit le père d'Amanda. Mais juste quelques jours, tu comprends? Nous ne voulons pas nous mêler des affaires de famille. 3 jours. C'est ce que j'avais pour organiser toute ma vie. J'ai essayé d'appeler mes parents. Leurs 2 numéros allaient directement à la messagerie vocale. Après la 5e tentative, j'ai réalisé qu'ils m'avaient bloqué. Je suis allé chez ma tante Carole, la sœur de ma mère. Carole avait toujours été gentille avec moi, m'avait toujours glissé $20 pendant les fêtes et demandé des nouvelles de mes cours. Elle m'aiderait sûrement. Mais quand elle a ouvert la porte et m'a vu, son visage s'est décomposé. « Georgina, ma chérie, je ne peux pas t'aider, dit-elle, ne m'invitant même pas à entrer. Tante Carole, s'il te plaît. J'ai juste besoin que quelqu'un m'écoute. Ta mère a appelé tout le monde dans la famille, dit Carole, sa voix triste mais ferme. Elle nous a raconté ce que tu as fait. Elle nous a avertis de ne pas t'aider, que tu essaierais de nous manipuler avec des mensonges. Mais ce ne sont pas des mensonges, dis-je désespérément. Je n'ai rien volé.
je le jure. Carole secoua la tête. Je suis désolé, ma chérie, mais je dois respecter les souhaits de ta mère. C'est ma sœur. Elle a fermé la porte doucement, mais définitivement. J'ai passé la semaine suivante à appeler tous les membres de la famille que je pouvais imaginer, oncles, cousins, même mon grand-père. Tous avaient entendu la même histoire de ma mère. Tous m'ont rejeté. Le 4e jour, les parents d'Amanda m'ont demandé de partir. Ils étaient désolés, mais fermes. Amanda a pleuré, mais ses parents étaient mal à l'aise. Ils ne voulaient pas de drame dans leur maison. J'ai emménagé à plein temps dans ma voiture. J'ai abandonné le community college. Je ne pouvais plus payer les frais de scolarité et je devais travailler autant d'heures que possible. La librairie m'a donné des quarts de travail supplémentaires, et j'ai trouvé un 2e emploi de serveuse dans un dîner sur l'autoroute. Entre les 2 emplois, je travaillais près de 70 heures par semaine. La nuit, je me garais à différents endroits pour éviter les soupçons. Parfois derrière un centre commercial fermé, parfois dans des quartiers résidentiels où ma voiture ne se démarquerait pas. J'ai appris quelle station-service avait des toilettes que je pouvais utiliser pour me brosser les dents et me laver le visage. J'ai utilisé mes dernières économies pour acheter un abonnement à la salle de sport la moins chère que j'ai pu trouver, juste pour pouvoir prendre une douche. C'était dégradant, épuisant et terrifiant. Chaque nuit, j'avais peur que quelqu'un frappe à ma fenêtre. Chaque matin, je me réveillais avec le dos endolori et le cou raide. 2 semaines ont passé, puis 3. Je travaillais au service du midi au dîner quand je l'ai vue. Brooke, la meilleure amie de Lorraine depuis le collège. Elle est entrée avec un groupe de filles, toutes portant leur veste de lycée, riant et insouciantes. Brooke m'a vu et son visage a pâli. Elle a rapidement détourné le regard, mais je pouvais voir la culpabilité écrite sur tout son visage. Après le départ de ses amis, elle est restée. J'essuyais les tables quand elle s'est approchée de moi. « Georgina, dit-elle doucement. On peut parler ? » Je l'ai regardée. « Je travaille. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'attendrai ta pause. » Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. 20 minutes plus tard, nous étions assises dans ma voiture sur le parking. Brooke se tordait les mains sur ses genoux, ne me regardant pas. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle finalement. Je ne peux plus garder ça pour moi. Ça me ronge de l'intérieur. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Qu'est-ce que c'est ? Lorraine a menti, dit Brooke, les mots sortant en un flot précipité. Elle a menti sur tout. Tu n'as pas volé cet argent ni le collier. C'est elle qui l'a fait. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Quoi ? Elle sortait avec ce gars, Tyler. Il a 23 ans. Tes parents lui avaient interdit de le voir. Il disait qu'elle était trop jeune, mais elle a continué à le voir quand même, sortant en douce la nuit. Je me suis souvenu que Lorraine avait agi bizarrement dans les semaines précédant l'accusation. Toujours sur son téléphone, toujours secrète. Tyler a un problème de drogue, continua Brooke. De la coke, surtout. Lorraine essayait de l'aider. Elle lui donnait de l'argent. L'argent du coffre-fort, ai-je murmuré. Brooke hocha la tête. Et elle allait mettre le collier en gage aussi. Elle avait besoin de plus d'argent pour lui. Mais la nuit avant que tes parents ne te mettent à la porte, ta mère l'a surprise en train de rentrer à 2 heures du matin. Lorraine a paniqué. Elle allait avoir de gros ennuis, peut-être même ne pas être autorisée à aller au bal de fin d'année. Alors, elle t'a accusé. La colère qui est montée en moi était blanche et aveuglante. Et tu savais. Tu savais tout ce temps. Je suis tellement désolé, dit Brooke, des larmes coulant sur son visage. Lorraine m'a menacé. Elle a dit que si je disais quoi que ce soit, elle dirait à tout le monde à l'école que j'avais trompé mon petit ami, que j'étais une menteuse, que j'étais une personne horrible. Elle a dit qu'elle me ruinerait. Alors tu l'as laissé me ruiner à la place. Brooke sanglotait maintenant. J'avais peur. J'étais une lâche. Mais je ne peux plus faire ça. C'est mal. Tu dors dans ta voiture, Georgina. Je te vois ici tous les jours, à te tuer au travail, et ça me tue. Je suis restée assise là, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Une partie de moi voulait lui crier dessus, mais une autre partie ressentait simplement un sombre sentiment de justification. J'avais su que j'étais innocente. Je l'avais su.
Le diras-tu à mes parents, ai-je demandé. Oui, dit Brooke. Je leur dirai. Je témoignerai si nécessaire. Je ferai tout ce qu'il faudra. Elle m'a donné son numéro de téléphone et est sortie de la voiture. Je suis resté assise là un long moment après son départ, regardant dans le vide. Ce soir-là, j'ai rédigé un email à mes parents. Je leur ai tout raconté ce que Brooke avait dit. Je les ai suppliés d'écouter, d'enquêter, de me donner juste une chance de prouver mon innocence. La réponse de ma mère est arrivée le lendemain matin. Une seule phrase, arrête d'essayer de nous manipuler avec d'autres mensonges. Nous en avons fini. Mon père n'a pas répondu du tout. J'ai alors réalisé qu'il ne voulait pas la vérité. La vérité signifierait qu'ils avaient eu tort. La vérité signifierait qu'ils avaient jeté leur fille innocente et détruit sa vie à cause d'un mensonge. La vérité exigerait qu'ils admettent qu'ils avaient échoué en tant que parents. Il était plus facile pour eux de croire que j'étais une voleuse. Une semaine plus tard, ma voiture est tombée en panne. La transmission était fichue. La réparation coûterait $1200. De l'argent que je n'avais absolument pas. J'avais économisé peut-être $300 de mes salaires. À peine assez pour mettre de l'essence dans le réservoir et de la nourriture dans mon estomac. Sans voiture, je ne pouvais pas me rendre à mes emplois. Sans mes emplois, je ne pouvais pas survivre. C'était décembre maintenant. Le froid était brutal, tombant en dessous de zéro la nuit. Je ne pouvais plus dormir dehors. Je me tenais sur le parking du garage, fixant ma voiture morte, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'avais tellement essayé. J'avais travaillé si dur, et ce n'était pas assez. J'avais 19 ans, et j'étais sur le point de devenir sans-abri en plein hiver. La coordinatrice d'accueil du refuge pour femmes avait des yeux gentils, mais une voix fatiguée. Elle avait vu trop d'histoires comme la mienne. « Avez-vous de la famille qui peut vous aider ?» demanda-t-elle en remplissant des formulaires. « Non, dis-je. »« Des amis ?» ?»« Non. » Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle avait tout entendu. Le refuge était un grand bâtiment institutionnel qui sentait le produit nettoyant industriel et le désespoir. Je partageais une chambre avec 6 autres femmes. Nous avions des lits superposés et de petits casiers pour nos affaires. Les salles de bain étaient communes, extinction des feux à 22 heures, lever à 6 heures. Certaines femmes étaient plus âgées, usées par des années dans la rue. D'autres étaient jeunes comme moi, victimes de circonstances indépendantes de leur volonté. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous essayions toutes de survivre. J'ai gardé mes 2 emplois, d'une manière ou d'une autre. Je prenais le bus maintenant, ce qui ajoutait 2 heures à mon trajet chaque jour. Je quittais le refuge à 5 heures du matin pour arriver à mon service du petit déjeuner au dîner. J'y travaillais jusqu'à 14 heures, puis je prenais le bus pour la librairie et je travaillais jusqu'à la fermeture à 21 heures. Ensuite, je prenais le bus pour rentrer au refuge, je mangeais la nourriture que j'avais réussi à économiser du dîner, et je m'effondrais sur ma couchette. Je gagnais juste assez d'argent pour garder mon téléphone allumé et économiser de petites sommes chaque semaine. À ce rythme, il me faudrait des mois pour économiser assez pour le premier mois de loyer, le dernier mois de loyer et une caution pour un appartement. La liste d'attente pour un logement subventionné était de 8 mois. 8 mois de ça. Une collègue du dîner, une femme plus âgée nommée Ruth, a commencé à me poser des questions. Elle avait la soixantaine, les cheveux gris tirés en chignon et des yeux bruns chaleureux qui me rappelaient ceux d'une grand-mère. « Où habites-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle un jour pendant un après-midi calme. J'ai hésité. Dans le centre-ville. De la famille? Non. Ruth m'a étudié un long moment. Tu loges au refuge, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, mais mon visage a dû me trahir. C'est ce que je pensais, dit-elle doucement. Tu as ce regard. Je l'ai déjà vu. Ma fille a vécu quelque chose de similaire il y a des années. Qu'est-ce qui lui est arrivé, ai-je demandé. Le visage de Ruth s'est assombri. Elle est décédée il y a 5 ans maintenant. Un cancer. Je suis tellement désolé. Ruth m'a tapoté la main. Tu me la rappelles. Forte, déterminée, essayant si fort de tenir le coup. Au cours des semaines suivantes, Ruth est devenue ma bouée de sauvetage. Elle me glissait de la nourriture supplémentaire du dîner. Elle m'a présenté à une assistante sociale qui m'a aidé à demander des programmes d'aide. Elle m'écoutait quand j'avais besoin de parler et me laissait de l'espace quand j'avais besoin de silence. En mars,
4 mois après avoir été mise à la porte, j'avais réussi à économiser 2000 $. Cela me semblait une fortune. Cela me semblait de l'espoir. Puis je suis tombé malade. Ça a commencé par une toux, puis de la fièvre. Je l'ai ignoré, j'ai continué à travailler, je ne pouvais pas me permettre de manquer des quarts de travail. Mais ça a empiré. Ma poitrine était serrée, ma respiration courte. Un matin, je me suis réveillé et je ne pouvais pas sortir du lit. Une des autres femmes du refuge a appelé une ambulance. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras, des tubes d'oxygène dans le nez. Un médecin m'a dit que j'avais une pneumonie sévère. J'avais de la chance d'être en vie. 4 jours à l'hôpital, des antibiotiques pompés dans mes veines 24h24. Quand j'ai été libéré, un administrateur de l'hôpital est venu discuter du paiement. Je n'avais pas d'assurance. Mes parents m'avaient retiré de leur régime le jour après m'avoir mise à la porte. La facture était de 18 264 $. J'ai fixé le nombre sur le papier, ma vision se brouillant. 18 000 $. J'avais 2000 $ d'économie. Je leur ai tout donné comme à compte, j'ai mis en place un plan de paiement pour le reste, sachant que cela détruirait mon crédit et prendrait des années à rembourser. Toutes mes économies, parties en un instant. Quand je suis retourné travailler au dîner, mon directeur m'a dit qu'il devait me laisser partir. J'avais manqué trop de quarts de travail. Ils avaient besoin de quelqu'un de fiable. J'étais de retour à la case départ, pire que la case départ. La nuit où je suis retourné au refuge, je me suis allongé sur ma couchette et j'ai fixé le plafond, pensant à quel point il serait facile d'abandonner, d'arrêter de se battre, de laisser le froid, la faim et l'épuisement l'emporter enfin. Mais alors Ruth m'a envoyé un texto, « N'ose même pas m'abandonner, ma fille. Tu as plus de combativité que ça en toi. » D'une manière ou d'une autre, elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle comprenait. Le lendemain matin, je me suis traîné hors du lit et j'ai commencé à chercher un nouvel emploi. Mais il y avait autre chose que je n'avais pas prévu. Pendant mon séjour à l'hôpital, les formulaires d'admission demandaient un contact d'urgence. Dans mon état fiévreux, j'avais donné le numéro de mes parents. Une force de l'habitude, peut-être. Ou peut-être un stupide espoir désespéré qu'ils s'en soucieraient. L'hôpital les avait appelés. Le 3e jour de mon retour au refuge, Patricia s'est présentée. La coordinatrice du refuge est venue me chercher. « Tu as une visiteuse. » Ma mère attendait dans le hall, son sac à main de créateur serré dans ses mains, regardant autour du refuge avec un dégoût à peine déguisé. Quand elle m'a vu, quelque chose a vacillé sur son visage. J'avais l'air terrible. Je savais que j'avais perdu près de 10 kilos. Ma peau était pâle, mes yeux creux. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, quelqu'un qui survivait à peine. Pendant un stupide instant, j'ai cru qu'elle était peut-être venue s'excuser. Peut-être que de me voir comme ça avait brisé sa colère. Peut-être qu'elle était là pour me ramener à la maison. « Maman, dis-je, ma voix se brisant. Elle s'est levée. J'ai besoin que tu arrêtes d'utiliser nos informations. L'hôpital nous a appelés pour ta facture. Ne nous inscris plus jamais comme ton contact d'urgence. L'espoir en moi s'est flétri et est mort. C'est pour ça que tu es là, ai-je demandé. C'est tout ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu attends que je dise, Georgina? Tu as fait tes choix. Je ne vous ai pas volé, dis-je, ma voix s'élevant. Lorraine a menti. Brooke vous a dit la vérité. Pourquoi ne voulez-vous pas le croire? Le visage de Patricia s'est durci. Lorraine a fait une erreur avec ce garçon. Oui. Mais ça n'efface pas ce que tu as fait. Brooke est juste confuse, elle essaie de te protéger parce qu'elle se sent mal. Nous connaissons la vérité. Vous savez ce que vous voulez croire. Tu es une honte, dit-elle froidement. Lorraine s'épanouit. Elle est entrée dans une bonne université. Nous sommes fiers d'elle. Toi, tu n'es qu'un exemple à ne pas suivre. Regarde-toi, vivant dans un refuge, fauché et malade. C'est ça que tu voulais. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Sors, ai-je murmuré. Volontiers. Arrête simplement de nous contacter. Arrête d'utiliser nos noms. Nous en avons fini avec toi. Elle s'est retournée et est sortie, ses talons claquant sur le carrelage. Je suis restée là, tremblante,
alors que les portes automatiques se refermaient derrière elle. La coordinatrice du refuge a posé une main sur mon épaule. « Ça va, ma chérie ? » « Non. Vraiment pas. » Cette nuit-là, je me suis complètement effondré. Ruth est venue au refuge après son service, m'a tenu dans ses bras pendant que je sanglotais, et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Certaines personnes n'admettront jamais qu'elles ont tort parce que le coût est trop élevé, a-t-elle dit. Leur fierté a plus de valeur pour eux que toi. Ce n'est pas ta faute. C'est leur échec, pas le tien. Ça n'a pas fait disparaître la douleur, mais ça m'a aidé à comprendre que je n'étais pas folle. Je n'étais pas sans valeur. Je menais juste une bataille que je ne pouvais jamais gagner. Alors, j'ai arrêté d'essayer de la gagner. J'ai arrêté d'essayer de convaincre mes parents. J'ai arrêté de contacter ma famille. Je me suis concentré sur la survie. Et lentement, péniblement, avec l'aide de Ruth, j'ai commencé à remonter la pente. Ruth est devenue mon ancre dans la tempête. 6 mois après avoir touché le fond dans cet hôpital, Ruth m'a fait une offre qui a tout changé. Nous fermions le dîner un soir quand elle a dit « J'ai une chambre d'amis. Elle est petite, mais elle est propre. Tu pourrais y rester. » Je l'ai regardé fixement. « Je ne peux pas vous demander ça. » « Tu ne demandes pas. » J'offre. $300 par mois. C'est moins que ce que le refuge coûterait si tu payais. Tu aurais ton propre espace, ta propre clé. Qu'en dis-tu ? J'ai dit oui avant qu'elle ne puisse changer d'avis. La maison de Ruth était un petit ranch dans un quartier ouvrier. La chambre d'amis avait été la chambre de sa fille autrefois. Il y avait encore des posters sur les murs, une couette délavée sur le lit. Ruth l'avait laissée presque intacte depuis la mort de sa fille. Elle aurait voulu que quelqu'un l'utilise, dit Ruth, me voyant hésiter sur le seuil. Elle t'aurait aimé. Vivre avec Ruth, c'était comme avoir une mère à nouveau. Elle préparait les dîners, me demandait comment s'était passée ma journée, m'aidait à remplir des demandes pour de meilleurs emplois. Elle ne m'a jamais jugé, ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Avec un logement stable et un seul loyer à payer, je pouvais enfin commencer à me reconstruire. J'ai trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Le salaire était meilleur, les horaires étaient réguliers, et j'avais les week-ends de congé pour la première fois en un an. Je me suis inscrite à des cours en ligne au Community College, en prenant 1 ou 2 à la fois selon mes moyens. Lentement, mon compte en banque a recommencé à croître. Lentement, j'ai commencé à ressembler moins à quelqu'un qui survivait à peine et plus à quelqu'un qui vivait réellement. Je n'avais plus eu de contact avec ma famille depuis près d'1 an. Je ne pensais plus autant à eux. La blessure était toujours là, mais elle avait cicatrisé. Ruth et moi avons développé un rythme. Elle m'a rappelé ce que la famille devrait être. Nous regardions des jeux télévisés ensemble le soir. Elle m'a appris ses recettes. Quand je faisais des cauchemars où j'étais enfermé dehors dans le froid, elle me préparait du thé et s'asseyait avec moi jusqu'à ce que je puisse me rendormir. Pour la première fois depuis cette nuit de novembre, je me sentais en sécurité. Le cabinet dentaire où je travaillais recevait régulièrement des représentants pharmaceutiques qui venaient présenter leurs produits. La plupart d'entre eux étaient interchangeables, tous sourires polis et cartes de visite. Mais Jackson était différent. Il a commencé à passer 2 fois par mois, et il prenait toujours le temps de discuter avec moi. Il avait 32 ans, était drôle, charmant, d'une manière simple qui ne semblait pas forcée. Il a remarqué quand j'ai changé de coiffure. Il s'est souvenu de ma commande de café. Il me faisait rire. « Tu veux prendre un café un de ces jours ?» a-t-il demandé un jour, s'appuyant sur mon bureau. En dehors de ce bureau, je veux dire. Comme des personnes, pas comme un représentant et une réceptionniste. J'ai dit oui. Notre premier rendez-vous était dans un petit café du centre-ville. Nous avons parlé pendant 3 heures. Il m'a parlé de son travail, de sa famille, de son Golden Retriever nommé Captain. Je lui ai raconté une version soigneusement éditée de ma vie, omettant les pires parties. « Tu es assez incroyable », a-t-il dit en partant. Recommencer comme ça, te payer tes études, ça demande du courage. Nous avons commencé à sortir ensemble officiellement après ça. Pendant 6 mois, tout allait bien. Jackson était attentionné et solidaire. Il n'insistait pas quand je n'étais pas prête à parler de ma famille. Il a apporté des fleurs à Ruth pour son anniversaire. Il me donnait un sentiment de stabilité, de normalité, comme si je pouvais peut-être avoir une fin heureuse après tout.
Puis tout s'est de nouveau effondré. Je suis rentré du travail un mardi après-midi et j'ai trouvé une ambulance dans l'allée de Ruth. Mon cœur s'est arrêté. Ruth avait eu un AVC. Un voisin l'avait trouvée effondrée dans la cuisine. Je suis monté avec elle à l'hôpital, je lui ai tenu la main pendant que les médecins faisaient des tests, je suis resté à son chevet quand ils l'ont admise. L'AVC avait affecté son côté gauche. Elle était partiellement paralysée. Son élocution était pâteuse. Je suis désolé, n'arrêtait-elle pas de dire, les mots sortant lentement et difficilement. Je suis tellement désolé, ma chérie. Ne t'excuse pas, lui ai-je dit en pleurant. Tu vas t'en sortir. On va trouver une solution. Mais trouver une solution est devenu impossible quand le fils de Ruth est arrivé. Marcus est apparu à l'hôpital le 3e jour. J'avais entendu Ruth le mentionner exactement 2 fois en un an que je la connaissais. Il vivait en Californie, n'était pas venu la voir depuis plus de 10 ans, appelait à peine. Il était grand et élégant, portait un costume cher, regardant sa mère avec une expression plus calculatrice qu'inquiète. « Vous devez être Georgina, dit-il en me jaugeant. La locataire ? Je suis son ami, ai-je corrigé. D'accord. Eh bien, je vais prendre en charge les soins de maman à partir de maintenant. Je reviens m'installer pour l'aider. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a donné la chair de poule. Ruth est restée à l'hôpital pendant 2 semaines. Quand elle est rentrée à la maison, elle avait besoin de soins 24h24. J'ai pris des congés, j'ai réorganisé mon emploi du temps, je l'ai aidé avec ses exercices de physiothérapie. Mais Marcus était là constamment maintenant, s'immisçant dans chaque décision. Il a pris le contrôle de ses comptes en banque, prétendant qu'elle était trop confuse pour les gérer. Il a commencé à fouiller dans ses affaires, à faire des listes, à faire l'inventaire. Un soir, il m'a coincé dans la cuisine. « Nous devons parler de votre situation de logement, dit-il. »« Qu'y a-t-il ? » ?»« Maman va avoir besoin de soins plus intensifs. Je m'installe dans la chambre d'amis. Vous devrez trouver un autre endroit où vivre. J'ai eu l'impression qu'on m'avait frappé. C'est ma chambre. Ruth me l'a offerte. Ruth n'est plus en mesure de prendre ses décisions. Je suis son mandataire maintenant. J'ai besoin que vous partiez d'ici la fin du mois. Je paie un loyer. J'ai des droits. Vous n'avez pas de bail, dit Marcus, son sourire froid. Vous êtes ici de manière informelle. 1 mois. Commencez à chercher. J'ai essayé de parler à Ruth, mais elle était trop faible, trop confuse à cause de l'AVC. Elle ne pouvait pas me défendre. Elle ne pouvait même pas comprendre pleinement ce que Marcus faisait. Je perdais à nouveau ma maison, mon refuge, ma famille. Jackson m'a trouvé en larmes dans ma voiture après le travail un jour. Je lui ai tout raconté. « Emménage avec moi », a-t-il dit. « Quoi ? Ça fait 10 mois qu'on est ensemble. Je t'aime. Emménage avec moi. » Problème résolu. C'était trop rapide. Beaucoup trop rapide. Mais j'étais désespéré. Et le marché de la location était devenu encore pire. Tout exigeait un crédit parfait, des cautions substantielles, des références que je n'avais pas, tu es sûr, ai-je demandé. Complètement sûr. On trouvera une solution ensemble. Alors, j'ai emménagé avec Jackson et j'ai immédiatement réalisé que j'avais fait une terrible erreur. La première semaine s'est bien passée. La deuxième semaine, Jackson a commencé à faire des commentaires sur mes dépenses. As-tu vraiment besoin d'acheter ça ? C'est cher pour du shampoing. Peut-être que tu devrais préparer ton déjeuner au lieu de l'acheter. La troisième semaine, il suivait mes achats, me demandait de voir mes relevés bancaires, voulait savoir où allait chaque dollar. J'essaie juste de t'aider à être plus responsable, a-t-il dit quand je me suis opposé. Puis est venue la jalousie. Des questions sur les personnes à qui je parlais au travail, des accusations quand je mentionnais des collègues masculins, la vérification de mon téléphone quand il pensait que je ne regardais pas, c'est qui Aaron, a-t-il demandé un soir, en lisant mes SMS. Un camarade de classe. Nous travaillons sur un projet ensemble. Tu n'as pas besoin de lui envoyer des textos à 21h. C'est à propos du devoir. Ça ne me plaît pas, a dit Jackson. Je n'aime pas que d'autres gars aient accès à toi comme ça. J'ai commencé à marcher sur des œufs, à surveiller tout ce que je disais, tout ce que je faisais. L'appartement qui était censé être un refuge est devenu une autre sorte de prison.
Quand j'ai essayé de lui en parler, il a retourné la situation contre moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, te recueillir quand tu n'avais nulle part où aller, c'est comme ça que tu me remercies? En étant ingrate et difficile. J'étais à nouveau piégé. Je n'avais pas d'économie, pas d'autre endroit où aller, pas de famille sur qui compter. Et lentement, insidieusement, Jackson me faisait croire qu'il avait raison, que j'étais le problème, que j'avais de la chance qu'il me supporte. J'avais 21 ans et j'étais revenu à la case départ. Peut-être pire, parce que cette fois, j'avais choisi ça. J'étais entré dans ce piège les yeux ouverts. 3 mois après avoir emménagé avec Jackson, je suis resté allongé dans le lit à côté de lui, l'écoutant dormir, et j'ai pensé à cette nuit où mes parents m'avaient enfermé dehors. J'avais survécu à ça. D'une manière ou d'une autre, je survivrais à ça aussi. Je ne savais juste pas encore comment. Le point de rupture est arrivé un mardi de mars. Jackson empirait. Le comportement de contrôle, la jalousie, la surveillance constante. Il voulait savoir où j'étais à chaque minute. Il se mettait en colère si je ne répondais pas immédiatement à ses textos. Il fouillait mon ordinateur portable, mes devoirs, mes emails. Mais il ne m'avait pas frappé. Il ne m'avait pas blessé physiquement. Alors, je continuais à me dire que ce n'était pas si grave, que je surréagissais, que je pouvais gérer ça. Puis il y a eu l'incident du téléphone. Je faisais mes devoirs sur mon ordinateur portable quand mon téléphone a vibré. Un SMS. Un camarade de mon cours de commerce en ligne, un gars nommé Tom, posait une question sur le chapitre que nous devions lire. Jackson a attrapé mon téléphone sur la table avant que je ne puisse l'atteindre. « C'est qui Tom ?» a-t-il demandé. « Un camarade de classe. Nous sommes dans le même cours. » Jackson a fait défiler les messages. Ils étaient complètement innocents, questions d'études, résumés de chapitres, rien de personnel. « Tu envoies des textos à un autre homme, dit-il, sa voix basse et dangereuse. C'est pour les cours, Jackson. Je n'aime pas que tu parles à d'autres hommes. Combien de fois dois-je te le dire? Je suis à l'école. Je dois interagir avec d'autres étudiants. Son visage s'est tordu de rage. Avant que je ne puisse réagir, il a projeté mon téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur et s'est brisé, des morceaux de verre et de plastique se dispersant sur le sol. Maintenant, tu n'as plus à t'en soucier, dit-il. Je me suis levé lentement. Tout mon corps tremblait. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Peut-être que maintenant tu apprendras. Il s'est approché de moi, assez près pour que je sente son souffle. Il ne m'a pas touché, mais la menace était là, suspendue dans l'air entre nous. La promesse tacite de ce qui arriverait si je continuais à le pousser. J'ai reculé. J'ai ramassé les morceaux de mon téléphone. Je me suis excusé, même si je n'avais rien fait de mal. Je me suis faite petite, silencieuse et docile. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je savais ce que c'était. J'avais vu les documentaires, lu les articles. C'était un cas d'école de violence psychologique, isolement, contrôle, intimidation. Ça ne ferait qu'empirer. Je devais partir. Le lendemain matin, j'ai attendu que Jackson parte au travail. Puis j'ai agi rapidement. J'ai emballé tout ce que je pouvais dans 2 sacs de sport, vêtements, documents, mon ordinateur portable. J'ai pris l'argent que j'avais caché dans une boîte de tampons dans la salle de bain, $417 dont Jackson ignorait l'existence. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine et je suis parti. Je suis allé dans un autre refuge pour femmes cette fois, à l'autre bout de la ville. J'avais 21 ans et j'étais de nouveau sans abri. 2 ans de lutte et j'étais revenu à la case départ. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne fuyais pas de fausses accusations et la trahison familiale. Je courais vers quelque chose, vers la liberté, vers moi-même. La coordinatrice d'accueil de ce refuge était une femme d'une 40aine d'années avec des cheveux noirs courts et des yeux bienveillants. Elle s'appelait Diane, et elle dirigeait une organisation à but non lucratif qui aidait les jeunes femmes en crise. Elle s'est assise avec moi pendant plus d'1 heure, écoutant mon histoire, toute mon histoire, la fausse accusation, le sans-abrisme, la violence. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un long moment. « Tu es une survivante ?» a-t-elle finalement dit. « Tu le sais, n'est-ce pas? Tout ce que tu as traversé et tu es toujours là, à te battre. Ce n'est pas rien. Je n'ai pas l'impression de gagner, ai-je dit.
Tu es en vie. Tu as quitté une situation de violence. Tu demandes de l'aide. C'est ça, gagner. Diane m'a parlé du programme de logement de transition de son organisation. Ils avaient de petits studios pour les femmes qui travaillaient à leur indépendance, loyers subventionnés, soutien d'un gestionnaire de cas, ressources éducatives, formation professionnelle, conseils. Nous avons une place de libre, dit-elle. Si ça t'intéresse. J'étais plus qu'intéressé. J'étais désespéré. Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans un minuscule studio au 3e étage d'un vieil immeuble. Ce n'était pas grand-chose, 40 mètres carrés, un lit escamotable, une kitchenette. Mais c'était à moi. Mon nom était sur le bail. Ma clé entrait dans la serrure. Pour la première fois en 2 ans, j'avais un espace qui était vraiment, en toute sécurité, à moi. Avec l'aide de Diane et le soutien de son association, j'ai commencé à me reconstruire pour de vrai cette fois. J'ai trouvé un nouveau travail de responsable de bureau dans une petite agence de marketing. Le salaire était décent, l'environnement était sain, le patron était respectueux. Je me suis plongé dans mon diplôme de commerce en ligne. J'ai participé à des groupes de soutien pour les survivantes de violences. J'allais en thérapie 2 fois par mois dans une clinique à tarif dégressif. J'ai appris sur les limites, les signaux d'alarme et comment faire à nouveau confiance à mon instinct. Lentement, péniblement, j'ai commencé à me sentir entière. Des mois ont passé. Puis 1 an. J'avais 22 ans, j'étais indépendante et plus forte que jamais. J'avais reconstruit ma vie à partir de rien, 2 fois maintenant. J'étais fier de ce que j'avais accompli. L'agence de marketing où je travaillais a décroché un nouveau client, une entreprise de construction de taille moyenne. Le propriétaire est venu pour une réunion, et c'est moi qui l'ai accueilli. Il s'appelait Daniel. Il avait 31 ans, était grand et large d'épaules, avec des mains calleuses et un sourire facile. Il m'a serré la main et a dit « Merci de m'avoir trouvé une place aujourd'hui. Je sais que vous êtes occupé. » Au cours des mois suivants, Daniel est devenu une présence régulière au bureau. La campagne marketing pour son entreprise était vaste, nécessitant des vérifications et des mises à jour fréquentes. Il prenait toujours le temps de discuter avec moi, me demandant comment s'était passée ma journée, apportant du café pour le personnel, se souvenant de petits détails que je mentionnais. Il n'était pas comme Jackson. Il ne franchissait pas les limites. Il ne posait pas de questions indiscrètes. Il était juste gentil, constamment et sincèrement gentil. Un jour, après une réunion, il est resté à mon bureau. C'est probablement complètement inapproprié, dit-il. Mais voudrais-tu dîner avec moi un de ces soirs? Pas pour le travail, pour des raisons personnelles. J'ai hésité. J'avais juré de ne plus sortir avec personne après Jackson. Je ne faisais plus confiance à mon propre jugement. Mais quelque chose chez Daniel me semblait différent. Sûr. D'accord, ai-je dit. Au dîner, nous avons parlé pendant des heures. Il m'a parlé de son enfance en famille d'accueil, d'avoir quitté le système à 18 ans sans rien, de travailler sur des chantiers et d'économiser chaque centime jusqu'à ce qu'il puisse créer sa propre entreprise. Ça a pris 10 ans, dit-il. 10 ans de semaines de 70 heures, de nuits ramène et de nuits dans mon camion parfois. Mais j'ai construit quelque chose. C'est à moi. Personne ne peut me l'enlever. Je comprenais ce sentiment. Je lui ai raconté une version soigneusement éditée de mon histoire. Pas tout, pas encore, mais assez pour qu'il comprenne que j'avais traversé quelque chose de difficile. Tu es impressionnante, dit-il. Recommencer comme ça. Beaucoup de gens n'y seraient pas parvenus. Nous avons commencé à sortir ensemble, lentement, prudemment. Daniel respectait mes limites. Il ne me pressait pas. Il comprenait quand j'avais besoin d'espace. Il célébrait mes victoires, petites et grandes. Il a rencontré Diane et l'a remercié de m'avoir aidé. Il était tout ce que Jackson n'avait pas été. 1 an après le début de notre relation, je lui ai finalement raconté toute l'histoire. Tout. La fausse accusation, la trahison familiale, le sans-abrisme, la violence. Tout. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a pris ma main. Merci de m'avoir fait confiance avec ça, dit-il. Et je suis désolé. Je suis désolé que ta famille t'ait laissé tomber. Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça seul. Je ne suis plus seul maintenant, dis-je. Non,
acquiesça Théil. Tu ne le hais pas. 6 mois après ça, Daniel m'a emmené au parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. C'était un dimanche après-midi en octobre. Les feuilles devenaient dorées et rouges. Il s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. J'ai dit oui sans hésiter. Nous avons célébré ce soir-là chez lui. Juste nous deux. J'ai posté une photo sur les réseaux sociaux, chose que je faisais rarement, juste une photo de ma main avec la bague. Pas besoin de légende. J'avais 23 ans. J'avais survécu. J'avais reconstruit. J'avais trouvé l'amour, la stabilité et la paix. Je pensais que mon histoire touchait enfin à sa fin heureuse. Puis les messages ont commencé. D'abord, c'était un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Félicitations. Tellement heureux pour vous. Puis une tante. Quelle merveilleuse nouvelle. Puis d'autres membres de la famille. Des gens qui m'avaient tourné le dos. Inondant soudainement mon téléphone de vœux. Et puis un colis est arrivé à mon appartement. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé un vase en cristal cher, du genre qui coûte des centaines de dollars. La carte disait « Félicitations pour tes fiançailles. Nous aimerions faire partie de votre journée spéciale. Amour, maman et papa. » J'ai fixé la carte, les mains tremblantes. Pas d'excuses, pas de reconnaissance du passé, pas de reconnaissance de ce qu'ils m'avaient fait. Juste l'attente que je les accueille à bras ouverts. Au cours des 2 semaines suivantes, d'autres colis sont arrivés. Des cadres photos de créateurs. Un chèque de 5000 dollars pour les frais de mariage. Une autre carte. Nous sommes si heureux pour toi. Hâte de célébrer ensemble. Ma mère m'avait retrouvé. Après 3 ans de silence, de cruauté, d'abandon complet, elle voulait revenir. Pas parce qu'elle était désolée. Pas parce qu'elle me croyait enfin. Mais parce que j'avais réussi maintenant. Parce que j'épousais un homme qui possédait sa propre entreprise. Parce que s'inclure dans mon mariage la ferait passer pour une bonne mère. J'ai apporté tous les cadeaux au bureau de Diane. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux qu'ils me laissent tranquille. Mais ils ne le feront pas. Ils vont continuer à insister. Ils vont faire en sorte que tout tourne autour d'eux. Alors, fais en sorte que ça tourne autour de toi, a dit Diane. Fixe des limites. Fais-les respecter. Ne les laisse pas te voler ta joie. Elle avait raison. Mais j'avais sous-estimé jusqu'où mes parents iraient. Le message de Lorraine est arrivé un mardi matin. J'étais au travail, examinant des feuilles de calcul, quand mon téléphone personnel a vibré. Une demande de message sur les réseaux sociaux d'un compte que j'avais bloqué il y a des années. Lorraine. Le message disait « Nous devons parler. C'est à propos de maman et papa. S'il te plaît. » J'ai fixé l'écran un long moment. Une partie de moi voulait le supprimer immédiatement. Lorraine avait menti, avait détruit ma vie, m'avait regardé souffrir sans dire un mot pendant des années. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait encore de nos enfants, partageant des secrets et veillant tard ensemble, voulait savoir ce qu'elle avait à dire. Contre toute attente, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux? Peut-on se voir en personne? J'ai besoin de t'expliquer certaines choses. Nous nous sommes mis d'accord sur un café à mi-chemin entre nous. Territoire neutre. J'ai dit à Daniel où j'allais et quand il devait s'attendre à mon retour. Il a proposé de venir avec moi, mais j'ai dit non. C'était quelque chose que je devais faire seul. Lorraine était déjà là quand je suis arrivé. Elle avait changé. À 19 ans, elle avait l'air soignée et bien mise d'une manière qu'elle n'avait jamais eue au lycée. Jean de marque, sac à main cher, cheveux parfaitement coiffés. L'université lui avait réussi. Elle s'est levée quand elle m'a vu et pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Georgina, dit-elle finalement. Merci d'être venue. Nous nous sommes assises. Le silence s'est étiré entre nous, lourd de 3 ans de douleur et de colère. Je suis tellement désolée, dit Lorraine, sa voix se brisant. Je suis tellement désolée pour ce que je t'ai fait. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Je voulais te contacter depuis si longtemps, continua-t-elle. J'ai été rongée par la culpabilité chaque jour. Ce que je t'ai fait, les mensonges que j'ai racontés, c'était impardonnable. Oui, dis-je. Ça l'était. Tyler était une erreur. La pire erreur de ma vie.
Il m'utilisait, me manipulait, et j'étais trop stupide pour le voir. J'ai volé cet argent pour lui. J'ai pris le collier de grand-mère et quand maman m'a surprise en train de rentrer, j'ai paniqué. Alors tu m'as accusé. J'étais terrifiée, dit Lorraine, des larmes coulant sur son visage maintenant. J'allais tout perdre. Le bal, la remise des diplômes, l'université. Maman et papa étaient si en colère. Et toi, tu étais déjà à l'université, tu construisais déjà ta propre vie. J'ai pensé que ce serait plus facile pour toi de t'en remettre que pour moi. Cette rationalisation m'a donné envie de lui jeter mon café au visage. Sais-tu ce qui m'est arrivé après que tu aies menti, ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Sais-tu où j'ai dormi cette première nuit? Dans ta voiture, murmura Lorraine. Je sais. J'ai entendu des choses par la famille. J'ai dormi dans ma voiture pendant des semaines. J'étais sans abri, Lorraine. Je travaillais 70 heures par semaine et je ne pouvais toujours pas me payer un logement. J'ai eu une pneumonie et j'ai failli mourir. Je n'avais ni assurance, ni économie, ni famille. J'étais complètement seul. Et tu savais. Tu savais. Et tu n'as rien dit. J'ai essayé, protesta Lorraine. J'ai essayé de leur dire après quelques mois, quand les choses se sont calmées, mais ils n'ont pas voulu écouter. Papa s'est mis tellement en colère. Il a dit que tu me manipulais d'une manière ou d'une autre, que tu me retournais contre eux. Maman a dit que je me sentais juste coupable parce que tu avais des difficultés, mais que je ne devais pas prendre la responsabilité de tes choix. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ils ont choisi de ne pas te croire. Ils avaient besoin que tu sois la méchante, dit Lorraine. Admettre qu'ils avaient tort aurait signifié admettre qu'ils avaient détruit la vie de leur fille à cause d'un mensonge. C'était trop pour eux. Alors ils se sont juste convaincus que j'étais confuse. Que tu m'avais approché d'une manière ou d'une autre. Depuis combien de temps connais-tu la vérité, ai-je demandé. Depuis le début. J'ai toujours su. Et tu m'as laissé souffrir pendant 3 ans. Je suis désolé, dit Lorraine à nouveau. Mais les mots semblaient vides. Pourquoi es-tu là maintenant, ai-je exigé. Pourquoi me contacter après tout ce temps? Parce que j'ai vu ta publication de fiançailles. Et je savais que maman et papa la verraient aussi. Je savais qu'ils essaieraient de se frayer un chemin dans ta vie. Je voulais te prévenir, et je voulais essayer d'arranger les choses entre nous. Arranger les choses. J'ai failli rire. Tu ne peux pas arranger ça, Lorraine. Tu ne pourras jamais arranger ça. Je sais. Mais je veux essayer. Je suis en thérapie maintenant. J'ai rompu avec Tyler il y a 2 ans. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai essayé d'être meilleur. Et j'ai pensé que peut-être, si nous pouvions renouer le contact, nous pourrions présenter un front uni face à maman et papa, les faire affronter la vérité ensemble. J'ai regardé ma sœur, cette jeune femme qui avait été autrefois ma meilleure amie et ma pire ennemie. Une partie de moi voulait lui pardonner. Une partie de moi voulait lui crier dessus. Une partie de moi se sentait juste fatiguée. J'ai besoin de temps, ai-je dit finalement. Je ne peux pas simplement prétendre que les 3 dernières années n'ont pas eu lieu. Je comprends. Mais Georgina, s'il te plaît, ne les laisse pas revenir sans connaître la vérité. Ils n'ont pas changé. Ils croient toujours à leur version des faits. Ils veulent juste avoir accès à ton succès maintenant. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. Lorraine a promis d'être disponible si j'avais besoin de son témoignage, de son soutien, de quoi que ce soit. Au cours des mois suivants, nous nous sommes rencontrés quelques fois de plus, avec hésitation, avec prudence. Nous avons commencé à reconstruire quelque chose. Pas la confiance, pas encore, mais peut-être la possibilité de le faire. Lorraine semblait sincèrement pleine de remords. Elle a répondu à toutes mes questions, ne s'est jamais mise sur la défensive, a assumé l'entière responsabilité. Elle m'a parlé de sa thérapie, de sa culpabilité, de son cheminement pour devenir une meilleure personne. Je voulais la croire. Peut-être avais-je besoin de croire que quelqu'un de ma famille pouvait changer. Puis Daniel m'a demandé en mariage et tout est parti en vrille. Après la publication de mes fiançailles, les messages de la famille élargie ont commencé à affluer. Des tantes et des oncles qui m'avaient tourné le dos voulaient soudainement renouer le contact. Des cousins qui avaient cru aux mensonges de mes parents envoyaient maintenant des félicitations. Mais ce sont les colis de mes parents qui étaient les plus dérangeants.
Le vase en cristal n'était que le début. En 2 semaines, ils ont envoyé des cadres photos de créateurs, des objets de décoration coûteux, un chèque de $5000 pour les frais de mariage. Chaque cadeau était accompagné d'une carte exprimant à quel point ils étaient heureux pour moi, à quel point ils étaient excités de célébrer, à quel point ils m'aimaient. Jamais d'excuses, jamais de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste une attente de pardon et d'accès. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas encaissé le chèque. J'ai donné tous les cadeaux à des œuvres de charité. Mais ils n'ont pas arrêté. Mon père a appelé mon lieu de travail. La réceptionniste m'a transféré l'appel avant que je ne puisse l'arrêter. « Georgina » dit Denis, sa voix chaude et paternelle d'une manière qui me donnait la chair de poule. « On a essayé de te joindre. »« Ne m'appelle pas ici » dis-je. « On veut juste parler du mariage. Ta mère veut t'aider à planifier. Elle a tellement d'idées. Je ne veux pas de votre aide. Allons, Georgina, ne sois pas comme ça. Nous sommes une famille. Les familles surmontent leurs différends. Nous ne sommes pas une famille, dis-je. Vous l'avez clairement montré il y a 3 ans. J'ai raccroché. Le lendemain, ma mère s'est présentée à mon bureau. Patricia est entrée pendant l'heure du déjeuner, tout sourire et vêtements de marque, portant un bouquet de fleurs. Mes collègues avaient l'air confus. Je n'avais jamais mentionné avoir une mère. Surprise, dit Patricia, comme s'il s'agissait d'une visite délicieuse et spontanée. Je voulais voir où travaille ma fille. Tu as si bien réussi, ma chérie. Je me suis levé, le visage brûlant d'humiliation et de rage. Tu dois partir. Ne sois pas ridicule. Je suis juste venu te rendre visite. Pars maintenant. Mais Patricia s'était déjà tournée vers mon patron, tendant la main. Je suis Patricia, la mère de Georgina. Je suis si fier d'elle. Elle va se marier, vous savez. Nous sommes aux anges. Mon patron, confus mais poli, lui serra la main. Félicitations. Je ne savais pas que la mère de Georgina était en visite. Elle ne savait pas que je venais, dit Patricia en riant. Je voulais que ce soit une surprise. Il m'a fallu 20 minutes pour extraire ma mère de mon bureau. Elle a laissé son numéro de téléphone à mon patron, m'a fait promettre de l'appeler, et m'a embrassé sur la joue avant de partir. J'avais envie de crier. Ce soir-là, j'ai appelé Lorraine. Ils ne vont pas s'arrêter, dis-je. Ils me harcèlent, se présentent à mon travail. Ils me pourrissent la vie. Je sais, dit Lorraine. Maman m'a appelé aussi, essayant d'obtenir des informations sur toi, où tu habites, quels sont tes plans, des détails sur le mariage. Mon sang se glaça. Que lui as-tu dit? Il y eut une pause. Une pause qui dura trop longtemps. Lorraine, que lui as-tu dit? Juste des choses générales, dit Lorraine rapidement. Dans quel quartier tu habites, que tu travailles dans une agence de marketing? Rien de spécifique. Tu lui as dit où je travaille. Elle le savait déjà. Elle l'a trouvée toute seule. Quoi d'autre lui as-tu dit? Rien. Je le jure. Mais je ne la croyais pas. Le timing était trop commode. Mes parents avaient trouvé mon lieu de travail, mon immeuble, des détails sur ma vie. Quelle part de cela venait de Lorraine? Leur as-tu donné des informations tout ce temps, ai-je demandé. Non. Peut-être un peu, mais seulement parce que je pensais que s'ils voyaient à quel point tu réussissais, ils réaliseraient à quel point ils avaient eu tort. Tu m'as encore utilisé, dis-je, ma voix tremblante. Tu leur as donné accès à ma vie sans ma permission. Encore. J'essayais d'aider, protesta Lorraine. Je pensais que peut-être une exposition douce aiderait à la réconciliation. Ils me traquent, Lorraine. Ils se présentent à mon travail, m'envoient des cadeaux, me harcèlent, et tu les aides à le faire. Ils ne sont pas dangereux. Ils sont juste têtus. Ils m'ont mise à la porte en plein hiver et m'ont laissée pour morte. Ils sont dangereux. Et tu m'as remise dans leur ligne de mire. J'ai raccroché et bloqué son numéro. J'avais été une idiote de lui faire confiance. Elle les avait encore choisis, eux, plutôt que moi. 2 mois avant mon mariage, avec mon niveau de stress au plus haut, une lettre d'un avocat est arrivée. Patricia et Denis menaçaient de me poursuivre pour détresse émotionnelle et aliénation. Ils prétendaient que je les avais calomniés auprès des membres de la famille, que je retournais les gens contre eux, que je nuisais à leur réputation.
La menace légale était sans fondement. N'importe quel avocat en rirait, mais c'était intimidant, terrifiant, et exactement ce qu'ils voulaient. Ils exigeaient d'être invités à mon mariage. Si je n'obtempérais pas, ils engageraient des poursuites. J'étais assise dans le salon de Daniel, tenant la lettre, tremblant de rage, de peur et d'épuisement. « Nous devons prendre un avocat, dit Daniel. Je ne peux pas me payer un avocat. Alors je le paierai. Nous ne les laisserons pas te faire ça. » Mais même avec le soutien de Daniel, j'avais l'impression de me noyer. Toute la guérison que j'avais accomplie en 3 ans se défaisait. Je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus manger. J'avais de nouveau des crises de panique. Mes parents prenaient ma joie, ma paix, mon mariage, et les transformaient en cauchemars. Et ils n'allaient pas s'arrêter tant que je ne leur donnerais pas ce qu'ils voulaient. Le harcèlement s'est intensifié. Mes parents ont lancé une campagne à grande échelle pour se frayer un chemin dans ma vie. Ils ont commencé à appeler tous les membres de la famille élargie, se présentant comme des parents au cœur brisé qui voulaient simplement se réconcilier avec leur fille difficile. Tante Carole m'a appelé en pleurant. « Ta mère est dévastée. Comment peux-tu être si cruel? Elle veut juste être à ton mariage. » J'ai essayé d'expliquer. Elle m'a mise à la porte il y a 3 ans sur la base d'un mensonge. Elle m'a laissé sans abri. Elle ne s'est jamais excusée. Tout le monde fait des erreurs, Georgina. Tu dois être la plus intelligente. Pardonne et passe à autre chose. C'est ta mère. Mais le pardon n'était pas le problème. Le problème était que mes parents utilisaient mon mariage comme une occasion de réhabiliter leur image sans jamais reconnaître ce qu'ils avaient fait. Ma cousine Sarah m'a envoyé un long texto. Je sais que les choses ont été difficiles entre toi et tes parents, mais la famille, c'est la famille. On n'a qu'une seule mère et un seul père. Ne penses-tu pas que tu es un peu dramatique? Ça fait des années. Laisse tomber. Chaque membre de la famille qui a appelé, chaque SMS que j'ai reçu avait le même thème, j'étais déraisonnable, je ne pardonnais pas, j'en faisais toute une histoire. Le récit avait complètement changé. Soudain, j'étais de nouveau la méchante. Et le pire, c'est que certains d'entre eux y croyaient sincèrement. Mes parents avaient raconté leur histoire tellement de fois, avec une telle conviction, qu'elle était devenue la vérité dans la mémoire collective de notre famille. L'histoire où j'étais une jeune femme à problème qui les avait volés, et où ils étaient des parents aimants faisant de leur mieux. Mon expérience réelle, ma vérité, ne correspondait pas à ce récit, alors elle était rejetée. La planification du mariage est devenue une source de stress constant. Je travaillais avec une petite salle, un bâtiment historique du centre-ville pouvant accueillir 75 invités. Daniel et moi avions prévu quelque chose d'intime et de beau. Mais la coordinatrice de la salle m'a appelé avec une question étrange. Une femme a appelé ce matin en prétendant être votre mère. Elle voulait ajouter 50 invités à votre liste et changer certaines options du menu. Je lui ai dit que j'avais besoin de votre autorisation d'abord. Est-ce que tout va bien? Mes mains se sont crispées sur le téléphone. Comment a-t-elle eu ce numéro? Elle a dit qu'elle était de la famille. Elle avait beaucoup de détails sur votre événement. J'ai réalisé que Lorraine devait leur en avoir dit plus que je ne le pensais. Ou peut-être qu'ils avaient soudoyé un fournisseur. Ou peut-être qu'ils avaient simplement appelé toutes les salles de la région jusqu'à trouver la bonne. J'ai dû explicitement indiquer à la salle que mes parents n'avaient aucune autorisation pour faire des changements, qu'aucune information ne devait leur être donnée, qu'ils n'étaient pas des invités. La coordinatrice était professionnelle, mais je pouvais entendre le jugement dans sa voix. Quel genre de personne interdit à ses propres parents d'assister à son mariage? Patricia a découvert où j'habitais. Je ne sais pas comment. Peut-être m'a-t-elle suivi depuis le travail. Peut-être que Lorraine le lui a dit. Peut-être a-t-elle engagé quelqu'un. Mais un samedi après-midi, on a frappé à la porte de mon appartement. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma mère debout là, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, dit-elle, parle-moi, c'est tout. » Daniel était dans la cuisine. Il est venu se tenir à côté de moi, un soutien silencieux. « Tu dois partir, dis-je. Je suis ta mère. Je veux juste voir ma fille. Est-ce si mal? Oui, quand tu n'as pas été ma mère pendant 3 ans. J'ai fait une erreur, dit Patricia, sa voix se brisant. Je suis désolé. J'aurais dû te croire. Je suis désolé. Un instant, juste un instant, j'ai ressenti de l'espoir. Étaient-ce enfin les vraies excuses?
Mais elle a continué, alors, mettons ça derrière nous. Laisse-moi aider avec le mariage. Laisse-moi faire à nouveau partie de ta vie. Voilà. Les excuses ne visaient pas à reconnaître le mal fait, mais à obtenir ce qu'elle voulait. Et les 3 ans où j'étais sans abri, ai-je demandé. Et l'hôpital? Et le fait de te présenter à mon travail sans y être invité? Et la menace de procès? Tu es dramatique, dit Patricia, ses larmes séchant rapidement. Tu n'étais pas sans abri. Tu avais une voiture et le refuge. Nous ne savions pas à quel point les choses allaient mal parce que tu n'as pas demandé. Vous ne vous en souciez pas. Bien sûr que si. Nous sommes tes parents. Alors, où étiez-vous, ai-je exigé. Où étiez-vous quand j'avais une pneumonie? Où étiez-vous quand je dormais dans ma voiture en novembre? Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous? Tu as fait tes choix, dit Patricia, sa voix se durcissant. Tu aurais pu rentrer à la maison à tout moment. Il te suffisait d'admettre ce que tu avais fait et de t'excuser. Je n'ai rien fait. Lorraine dit que tu continues à colporter cette histoire sur son mensonge. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas? Tu es en colère que nous l'ayons cru elle plutôt que toi. Mais c'est aussi notre fille. Nous devions croire quelqu'un. Daniel s'avança. Madame, vous devez partir maintenant. Les yeux de Patricia brillèrent. Et qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Vous épousez ma fille. Nous devrions célébrer ensemble. Je suis la personne qui vous demande de quitter sa propriété, dit Daniel, sa voix calme mais ferme. Veuillez partir. Patricia me regarda une dernière fois. Tu le regretteras. La famille, c'est tout, Georgina. Un jour, tu le réaliseras, et nous ne serons peut-être plus là à attendre. Elle est partie, mais pas avant que plusieurs voisins aient vu la confrontation. J'étais mortifié. La menace de procès s'est intensifiée. L'avocat de mes parents a envoyé une autre lettre, cette fois avec des accusations plus spécifiques. Ils alléguaient que j'avais dit aux membres de la famille qu'ils étaient abusifs, que j'avais nui à leur relation avec leur famille élargie, que je leur avais causé une grave détresse émotionnelle. Ma propre avocate, une femme aimable nommée Jennifer, que Daniel avait engagée, a examiné les documents. C'est du harcèlement, dit-elle sans détour. Ils n'ont aucun dossier, mais ils essaient de vous intimider pour vous faire obtempérer. La question est, voulez-vous vous battre ou essayer de régler à l'amiable? À quoi ressemblerait un règlement? Probablement accepter un certain niveau de contact, peut-être les autoriser au mariage, en gros leur donner ce qu'ils veulent. Non, dis-je immédiatement. Je ne ferai pas ça. Alors nous nous battrons. Je rédigerai une réponse. Nous documenterons tout le harcèlement et s'il continue, nous pourrons demander une ordonnance restrictive. Mais le bilan émotionnel était dévastateur. Je perdais à nouveau du poids. Je ne pouvais pas me concentrer au travail. Mon anxiété était à son comble. Daniel me soutenait, mais je voyais que le stress le rongeait aussi. 2 mois avant le mariage, j'ai pris une décision. J'ai appelé Lorraine en utilisant un autre téléphone. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Georgina? J'ai besoin de savoir quelque chose et j'ai besoin de la vérité. As-tu donné à maman et papa des informations sur ma vie? Silence. Lorraine. Oui, dit-elle finalement. Mais pas tout. Juste quelques trucs. Je pensais que s'ils savaient à quel point tu allais bien, ils réaliseraient à quel point ils avaient eu tort sur toi. Tu as eu tort. Tout ce que tu as fait, c'est leur donner des munitions. Ils savent où j'habite grâce à toi. Ils savent où je travaille. Ils ont trouvé ma salle de réception. Tu leur as donné tout ce dont ils avaient besoin pour me harceler. J'essayais d'aider, dit Lorraine sur la défensive. Je pensais que je construisais un pont. Tu me trahissais encore. Pour eux. Encore. Ce sont mes parents aussi, Georgina. Je suis coincé au milieu. Non, tu ne le es pas. Tu t'y es mise toute seule. Tu les as choisis, eux, plutôt que moi, il y a 3 ans, et tu viens de le refaire. Tu sais ce qu'ils m'ont fait. Tu connais la vérité. Et tu leur as quand même donné accès à ma vie. Que étais-je censé faire? Les couper de ma vie? C'est ma famille. J'étais ta famille, dis-je. Ta sœur. Et tu m'as sacrifié 2 fois pour les garder heureux. Je suis désolé, dit Lorraine. Je le suis vraiment.
Mais je ne peux pas choisir entre toi et eux. Ce n'est pas juste. Tu as déjà choisi. Les 2 fois, tu les as choisis, eux. Alors reste avec eux. Mais reste loin de moi. J'ai raccroché et bloqué le nouveau numéro. Je me sentais trahi à un niveau que je ne connaissais pas. J'avais commencé à refaire confiance à Lorraine. J'avais pensé que nous pourrions peut-être reconstruire notre relation. Mais elle avait fourni des informations à nos parents tout ce temps, les aidant à me traquer, tout en prétendant vouloir m'aider. La goutte d'eau a fait déborder le vase 6 semaines avant le mariage. Mes parents ont réussi à obtenir ma liste d'invités. Ils ont commencé à contacter mes invités directement, leur disant qu'ils étaient invités aussi, demandant des détails sur les listes de cadeaux et les hôtels, s'immisçant dans mon mariage. Plusieurs de mes amis m'ont appelé, confus. Ta mère m'a appelé? Je pensais que tu n'étais plus en contact avec tes parents. J'ai dû envoyer un message de masse à tous mes invités, expliquant que mes parents n'étaient pas invités, qu'ils n'avaient aucune autorisation pour faire des changements, et leur demandant de ne partager aucune information avec eux. C'était humiliant. C'était épuisant. C'était sans fin. Daniel m'a trouvé en larmes dans la salle de bain un soir. On peut s'enfuir, dit-il. Juste toi et moi. Allons à la mairie demain. Ils n'ont pas le droit de te prendre ça. Je voulais dire oui. Je voulais fuir tout ça. Mais j'en avais assez de fuir. J'en avais assez de me cacher. J'en avais assez de laisser mes parents contrôler ma vie, même à distance. Non, dis-je en essuyant mes larmes. J'en ai assez de fuir. J'en ai assez de leur laisser du pouvoir sur moi. On va gérer ça, à ma façon. Daniel me serra fort. Que veux-tu faire? Je veux les affronter une dernière fois, selon mes termes. Et je veux m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais me faire ça. Nous avons appelé mon avocate. Nous avons élaboré un plan. Il était temps d'en finir. Jennifer, mon avocate, a organisé la réunion dans son bureau un jeudi après-midi. Elle a envoyé des lettres officielles à l'avocat de mes parents, indiquant que Georgina Wells serait disposée à rencontrer Patricia et Denny Wells une seule fois, dans un cadre de médiation, pour aborder leur plainte et tenter de résoudre la situation sans autre action en justice. Mes parents ont immédiatement accepté. Ils pensaient probablement que je cédais, que j'étais prête à les laisser revenir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La réunion était prévue à 14 heures. Daniel est venu avec moi, ainsi que Jennifer. Nous sommes arrivés en avance, nous installant dans la salle de conférence. J'avais un dossier avec moi, épais de documents. Mes parents sont arrivés pile à l'heure, habillés comme s'ils allaient à l'église. Patricia portait une robe sobre et des perles. Denny portait un costume. Ils ressemblaient à des parents respectables et aimants. C'était un costume qu'ils portaient bien. Leur avocat était un homme d'une 50aine d'années qui avait l'air de s'ennuyer, comme si ce n'était qu'un autre conflit familial qu'il devait arbitrer. Nous nous sommes tous assis à la table de conférence. Jennifer a commencé par les formalités, établissant les règles de base, expliquant qu'il s'agissait d'une médiation informelle. Puis elle s'est tournée vers moi. Georgina, vous avez demandé cette réunion. Souhaitez-vous commencer? J'ai ouvert mon dossier. Mes mains tremblaient, mais ma voix était stable. Il y a 3 ans, vous m'avez mise à la porte de votre maison sur la base d'un mensonge. Vous n'avez pas demandé ma version de l'histoire. Vous n'avez pas enquêté. Vous avez simplement cru Lorraine et m'avez fait partir. Patricia a ouvert la bouche pour parler, mais Jennifer a levé la main. S'il vous plaît, laissez-la finir. Cette nuit-là, j'avais $237 sur moi. J'ai dormi dans ma voiture. Pendant des semaines, j'ai dormi dans ma voiture en novembre, dans le froid, parce que je n'avais nulle part où aller. Je suis allé voir tous les membres de la famille que je pouvais imaginer, et vous les aviez déjà tous appelés, leur aviez dit que j'étais une voleuse, les aviez avertis de ne pas m'aider. J'ai sorti le premier document. Voici une déclaration de Brooke Anderson, la meilleure amie de Lorraine à l'époque. Elle témoigne que Lorraine lui a avoué avoir volé l'argent et le collier pour financer la toxicomanie de son petit ami, et qu'elle m'a accusé quand elle s'est fait surprendre en train de rentrer en douce. Je l'ai fait glisser sur la table. Denny l'a pris, son visage pâlissant à la lecture. Voici une confession écrite de Lorraine elle-même, datée d'il y a 6 mois, où elle admet avoir menti sur ce qui s'est passé, que je n'ai jamais touché au coffre-fort ni au collier. Un autre document sur la table.
Le visage de Patricia devenait rouge. Lorraine était confuse. Elle était manipulée. Par qui? Par moi? La fille que vous avez mise à la porte et à qui vous n'avez plus jamais parlé? Comment exactement la manipulais-je? Silence. Après que vous m'ayez mise à la porte, j'ai travaillé 2, parfois 3 emplois. J'ai vécu dans un refuge pour sans-abri. Puis j'ai attrapé une pneumonie à cause de l'exposition et du stress. J'ai été hospitalisé 4 jours sans assurance parce que vous m'aviez retiré de votre régime. J'ai sorti la facture de l'hôpital. 18 264 $. Ça a failli me tuer. La dette a détruit mon crédit. J'ai perdu toutes mes économies en la remboursant. Et pendant que j'étais à l'hôpital, vous savez ce que vous avez fait? J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Vous êtes venu à l'hôpital, non pas pour vous assurer que j'allais bien, mais pour me dire d'arrêter d'utiliser vos informations comme contact d'urgence, pour me dire que Lorraine s'épanouissait à l'université et que j'étais une honte. La bouche de Patricia s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Pendant 3 ans, je n'ai rien entendu de vous. Pas d'appel, pas de mail, aucune tentative de contact. Vous m'avez complètement effacé de vos vies. J'étais sans abri, malade, en difficulté, et vous vous en fichiez. Vous ne vous en souciez même pas assez pour vérifier si j'étais en vie. J'ai sorti d'autres documents. Des relevés bancaires montrant ma destruction financière. Des documents des refuges pour femmes où j'avais séjourné. Un rapport de police de l'époque où Jackson avait détruit mon téléphone. Des dossiers médicaux montrant la pneumonie, les traitements de suivi, la thérapie pour le traumatisme. Voilà ce que votre mensonge m'a coûté. Voilà ce que votre refus d'écouter m'a coûté. 3 ans de ma vie passée à reconstruire à partir de rien. Les mains de Denis tremblaient en regardant les papiers. Nous ne savions pas que c'était si grave. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous vous en fichiez. Bien sûr que non, dit Patricia, sa voix s'élevant. Tu es notre fille. Alors où étiez-vous, ai-je exigé. Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous? Pas il y a 3 ans. Pas il y a 2 ans. Pas il y a 1 an. Où étiez-vous? Tu aurais pu rentrer à la maison, dit Patricia. Il te suffisait de t'excuser. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. Vous vouliez que j'avoue un crime que je n'ai pas commis juste pour avoir un toit sur la tête. Nous devions croire quelqu'un, dit Denis faiblement. Vous auriez pu enquêter. Vous auriez pu écouter les 2 versions. Vous auriez pu attendre plus de 30 minutes avant de me mettre à la porte. Mais vous ne l'avez pas fait parce qu'il était plus facile de croire Lorraine, parce qu'admettre que vous aviez tort aurait été trop difficile. J'ai sorti la dernière pile de documents. Ce sont les enregistrements de votre harcèlement au cours des 3 derniers mois. Cadeaux non sollicités, appels téléphoniques non désirés à mon lieu de travail, apparitions inopinées à mon bureau, à mon domicile, tentative d'accès à la salle de mon mariage, contact avec mes invités, menaces de poursuite judiciaire. J'ai regardé leur avocat. Vos clients prétendent que je leur ai causé une détresse émotionnelle, mais ces documents montrent un schéma clair de harcèlement et de traque. Si quelqu'un a des motifs de poursuite, c'est moi. L'avocat a jeté un coup d'œil aux documents, puis à mes parents. Son expression disait qu'il en avait fini avec cette affaire. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Vous allez cesser de me contacter. Vous allez cesser de vous présenter à mon lieu de travail et à mon domicile. Vous allez cesser de manipuler notre famille élargie. Vous allez cesser d'essayer de vous imposer à mon mariage. Vous allez me laisser tranquille. Denis se pencha en avant. Georgina, nous avons fait une erreur. Mais tu ne peux pas simplement nous couper de ta vie pour toujours. Nous sommes tes parents. Vous m'avez coupé de votre vie il y a 3 ans. Je ne fais qu'honorer votre décision. Les larmes de Patricia ont commencé à couler. Nous sommes désolés. Ne peux-tu pas nous pardonner? Nous sommes une famille. Le pardon n'est pas automatique, dis-je. Il se mérite. Et vous ne l'avez pas mérité. Vous ne vous êtes pas vraiment excusé. Vous avez juste exigé l'accès à ma vie maintenant que j'ai réussi. Vous ne voulez pas de relation avec moi. Vous voulez avoir l'air de bons parents à mon mariage. Vous voulez accéder à la vie que j'ai construite sans vous. Ce n'est pas vrai, protesta Patricia. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas contacté l'année dernière ou l'année d'avant? Pourquoi maintenant? Juste après l'annonce de mes fiançailles.
Pourquoi seulement quand il y a quelque chose à y gagner pour vous? Elle n'avait pas de réponse. J'ai poussé le dernier document sur la table. C'est une lettre de mise en demeure. Si vous continuez à me contacter, à vous présenter à mon lieu de travail ou à mon domicile, ou à me harceler, moi ou mes invités, de quelque manière que ce soit, je demanderai une ordonnance restrictive, et je vous poursuivrai en justice pour détresse émotionnelle, harcèlement et traque. J'ai 3 ans de documentation. Combien de documentation avez-vous? Leur avocat a pris la lettre, l'a lue et a hoché la tête. C'est raisonnable. Patricia le regarda, trahie. Quoi? Madame, votre fille a des preuves documentées de harcèlement. Si elle poursuit, vous perdrez. Mon conseil est d'accepter ces termes. Denis se leva brusquement. C'est ridicule. Nous sommes tes parents, Georgina. Nous t'avons tout donné. Vous ne m'avez rien donné, dis-je en me levant pour lui faire face. J'ai construit cette vie à partir de rien. D'une voiture sur un parking, d'un lit de refuge, d'emploi au salaire minimum. Je me suis payé mes études. J'ai trouvé des gens qui se souciaient vraiment de moi. J'ai survécu malgré vous, pas grâce à vous. Vous n'avez aucun crédit pour la vie que j'ai construite après que vous m'ayez détruite. Patricia sanglotait maintenant. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage et d'orgueil blessé. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, dit-elle, c'est comme ça que tu nous traites. Vous n'avez rien sacrifié pour moi. Vous m'avez sacrifié pour votre propre commodité. Et vous savez quoi? Je suis contente que vous m'ayez mise à la porte, parce que j'ai appris qui j'étais vraiment. J'ai appris de quoi j'étais capable. Et j'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est d'être présent. C'est de croire en quelqu'un quand c'est difficile. C'est un amour qui ne vient pas avec des conditions. J'ai rassemblé mes documents. Vous n'êtes pas invité à mon mariage. Vous ne faites pas partie de ma vie. C'est mon choix maintenant. Et si vous ne pouvez pas respecter ce choix, alors mon avocate vous le fera respecter. Daniel et moi sommes sortis de cette salle de conférence avec Jennifer à nos côtés. Derrière nous, j'entendais Patricia pleurer et Denis se disputer avec leur avocat, mais je n'ai pas regardé en arrière. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre officielle de leur avocat. Mes parents avaient accepté les termes de la mise en demeure. Ils cesseraient tout contact et harcèlement. Le mariage a eu lieu un samedi parfait de mai. 75 invités ont rempli la salle historique, mais mes parents n'étaient pas parmi eux. Ruth était là, en fauteuil roulant, s'étant considérablement remise de son AVC. Elle avait mis Marcus à la porte et reconstruit son indépendance avec l'aide d'aide à domicile. Elle a pleuré en me voyant dans ma robe de mariée. Diane était là, la femme dont l'association m'avait sauvé la vie. Elle m'a serré fort et a murmuré, « Je suis si fier de toi. » Brooke est venu, enfin libéré de l'influence de Lorraine, et s'est à nouveau excusé de ne pas avoir parlé plus tôt. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Nous avions toutes les deux été victimes des mensonges de Lorraine de différentes manières. Amanda était là, mon amie du lycée qui m'avait laissé rester ces 3 premières nuits. Elle m'avait contacté après avoir entendu parler du mariage, s'excusant pour les actions de ses parents. Notre amitié n'était plus ce qu'elle était, mais elle était là, et cela signifiait quelque chose. La famille trouvée de Daniel était là. Des gens de ses années en famille d'accueil qui l'avaient aidé à construire son entreprise, des employés devenus amis, des voisins devenus famille. Et quand la cérémonie a commencé, j'ai remonté l'allée seul. Certains ont trouvé triste que je n'ai pas de père pour m'accompagner. Mais je n'avais pas besoin d'être accompagné. Je m'étais donné à cette vie, à cet amour, à cet avenir. Je m'étais construite en quelqu'un d'assez fort pour choisir le bonheur. Quand Daniel et moi avons échangé nos vœux, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu mon avenir, un avenir que j'avais construit de mes propres mains. À la réception, Ruth a porté un toast. Je n'ai pas donné naissance à Georgina, mais je l'ai vue naître à elle-même. Je l'ai vue devenir la femme qu'elle est aujourd'hui par pure détermination et courage. Elle est ma fille de toutes les manières qui comptent. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Plus tard dans la nuit, pendant notre première danse, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre de la salle de bal. J'avais l'air heureuse, en bonne santé, rayonnante, libre. J'ai pensé à cette jeune fille de 19 ans, debout sur la pelouse de ses parents dans le froid de novembre, enfermée dehors et seule. J'aurais aimé pouvoir lui dire, tu vas survivre à ça. Ce sera l'enfer, et tu voudras abandonner 1000 fois, mais tu ne le feras pas.
Tu découvriras une force que tu ne savais pas que tu avais. Tu trouveras des gens qui te choisiront chaque jour. Tu construiras une vie meilleure que tout ce que tu as perdu. Tu iras bien. Mieux que bien. Mes parents pensaient me donner une leçon en m'enfermant dehors. Ils pensaient me punir, me briser, me forcer à revenir en rampant avec des excuses pour quelque chose que je n'avais pas fait. Au lieu de cela, ils m'ont libéré. Ils m'ont montré qui ils étaient vraiment. Des gens plus soucieux de leur fierté que du bien-être de leur fille. Des gens qui préféreraient maintenir un mensonge plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. Des gens dont l'amour venait avec des conditions que je ne pourrais jamais remplir. Et en me montrant cela, ils m'ont donné la permission de partir, de construire quelque chose de mieux, de choisir ma propre famille. La mémoire ne meurt jamais, avait dit ma mère à la famille en envoyant ses cadeaux. Elle le disait comme une menace, un rappel que je devais me souvenir de qui m'avait donné la vie, qui m'avait élevé, qui méritait ma loyauté. Mais elle avait raison, juste pas de la manière qu'elle entendait. Je me souviens de tout. Je me souviens du froid, de la faim, de la peur. Je me souviens d'avoir dormi dans ma voiture et d'avoir pleuré sur les couchettes des refuges. Je me souviens de la pneumonie qui a failli me tuer et de la chambre d'hôpital où ma mère a choisi la cruauté plutôt que la compassion. Mais je me souviens aussi de la gentillesse de Ruth, du soutien de Diane, de l'amour de Daniel. Je me souviens de chaque personne qui s'est présentée quand je n'avais rien à offrir en retour. Je me souviens de ma propre résilience, de mon propre refus d'abandonner, même quand abandonner aurait été plus facile. Ces souvenirs sont les miens. Ils sont la preuve de ce que j'ai survécu. Ils sont la preuve de qui je suis. Mes parents voulaient que je me souvienne de ma honte, de ma dépendance à leur égard, de mon besoin de leur approbation. Au lieu de cela, je me souviens de ma force, de ma survie, de mon triomphe. Et c'est un souvenir que je porterai avec fierté pour le reste de ma vie. Ils pensaient qu'en m'enfermant dehors, c'était la fin de mon histoire. C'était en fait le début. Je veux vous demander quelque chose, et j'espère que vous partagerez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'un membre de votre famille toxique, même si tout le monde vous disait que la famille devrait toujours pardonner? Comment avez-vous trouvé la force de vous choisir? Votre histoire compte et j'adorerais l'entendre. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à ma chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se protéger, même de sa famille. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces histoires de survie et de force. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue et je sais qu'elle était douloureuse par moments, mais je voulais vous montrer toute la vérité. Que la guérison n'est pas linéaire, que la survie n'est pas jolie, et que parfois la famille que l'on choisit est plus réelle que la famille dans laquelle on est né. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes digne d'un amour qui ne vient pas avec des conditions, et vous avez le droit de protéger votre paix, peu importe qui essaie de la troubler. Prenez soin de vous. Choisissez les gens qui vous choisissent. Et ne laissez jamais personne vous faire sentir petit pour être fort.